Et donc s'intéresser à une notion un petit peu plus locale, vous allez voir, ce qu'on appelle la contrainte, et en particulier le vecteur contrainte, et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, on a vu précédemment qu'on pouvait représenter les actions mécaniques de cohésion de façon un petit peu globale, en disant que finalement, ce sont les actions exercées par le tronçon qu'on a appelé E2, sur le tronçon qu'on a appelé E1, à travers une section droite. Ces actions, on les a modélisées par une grandeur un petit peu globale, qu'on a appelée le torseur des effets antérieurs. Très clairement, cette vision, elle reste globale, et donc elle modélise quelque part finalement des actions qui s'exercent localement en chaque point de la poutre. Et on sait bien que ce qui va conduire à la rupture d'un solide, ce qui va conduire à une perte d'élasticité, c'est quelque chose qui est local. Donc on va essayer maintenant de voir un petit peu ce qui se passe plutôt vis-à-vis d'un point, quelque part sur la surface, plus que d'une quantité qui est globale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On a déjà fait une coupure, donc on a isolé ici la partie E1, et on se dit, allons voir localement, autour d'un point M de la surface S, un petit élément de surface, donc ici représenté en gris, qui s'appelle ds et qu'on a orienté par sa normale petit n. L'hypothèse de base de la résistance des matériaux et même de la science plus générale qui est la mécanique des milieux continus, c'est que les efforts intérieurs exercés sur ds, c'est une densité surfacique d'effort, une densité de force par unité de surface. Cette densité, on la caractérise par un vecteur qu'on appelle le vecteur contrainte, et ce vecteur s'appelle T de M, ça veut dire qu'il peut dépendre du point, d'où l'aspect local, et aussi de la normale, donc de l'orientation de la surface ds. Et donc du coup, à partir de ça, les actions locales, donc avec un petit d qui veut dire qu'elles sont locales en un point, df de E2 sur E1, c'est ce fameux vecteur contrainte multiplié par la surface ds. Donc le vecteur contrainte est bien une densité surfacique, et son unité, c'est finalement des newtons, divisé par des mètres carrés, ou plus classiquement dans le système international, ce qu'on appelle le pascal, un pascal étant égal à 1 newton par mètre carré. Alors évidemment, 1 newton réparti sur 1 mètre carré, c'est très peu. Donc en mécanique, on utilise très souvent des multiples de cette unité, qu'on appelle le mégapascal, par exemple, avec 1 mégapascal égale 10 puissance 6 pascal, ou encore 100 newtons par centimètre carré. Et puis, on connaît sans doute une unité qui est le bar. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal, donc 10 newtons par centimètre carré. Alors à partir de ça, ce vecteur contrainte, c'est une grandeur vectorielle. Nous, on aime bien raisonner souvent avec des scalaires, donc on va le projeter. Deux projections naturelles, une sur le vecteur normal petit n, et puis une sur le vecteur tangentiel petit t. De telle sorte que ça va définir ce qu'on va appeler la contrainte normale, qu'on appelle classiquement avec la lettre grecque sigma, et puis la contrainte tangentielle, qu'on appelle classiquement tau. Donc le vecteur contrainte, qui est écrit ici, il a deux composantes, la composante normale, qu'on appelle sigma, et la composante tangentielle, qu'on appelle tau. Alors, évidemment, ces deux composantes, pourquoi est-ce qu'on fait cette décomposition? Parce qu'elles ont des sens physiques très différents. La contrainte normale, elle va traduire des actions surfaciques locales de tension. C'est ce que je fais lorsque je prends mes deux mains et que je les presse l'une sur l'autre. Localement, en chaque point de ma main, eh bien, j'ai des actions normales à la surface de ma main. Donc ça va être des contraintes normales, les contraintes sigma. Et puis on a des contraintes tangentielles, qu'on appelle tau, qui, elles, sont des actions de cisaillement. Donc là encore, si je prends mes mains et que je les fais glisser d'une par rapport à l'autre, ou qu'en tous les cas, j'essaye de les faire glisser sans vraiment les faire glisser, eh bien localement, en chaque surface de ma main, j'ai des actions tangentielles qui sont donc dans le pan de la surface. Donc ça, c'est bien parce que ça va nous permettre de caractériser des ruptures locales et c'est finalement ça qui va être dimensionnant. Alors maintenant, la grosse question, c'est, on a vu quelque chose qui s'appelle le torseur de cohésion. Là, on vient de voir quelque chose qui est plus local. Est-ce qu'il y a une relation entre ce vecteur contrainte et le torseur de cohésion? Bien évidemment, la réponse est oui. Pourquoi ça? Là, j'ai écrit au point M, donc au fameux point où j'ai le vecteur contrainte, les forces qui s'exercent de E2 sur E1. C'est une résultante, donc un torseur glisseur où j'ai qu'une seule action mécanique. Je peux le déplacer au point G, le point G étant le centre de la section. Pour ça, je conserve donc la résultante et puis je fais classiquement le produit vectoriel GM vectoriel DF. Et je peux du coup remplacer DF par son expression en fonction du vecteur contrainte. Je rappelle que DF, c'est T de M et de N ds. Donc finalement, au point G, on a quelque chose qui permet de caractériser l'influence du vecteur contrainte au point G. Alors maintenant, le torseur de cohésion, c'est quoi? Finalement, le torseur de cohésion, c'est une grandeur globale sur une surface. J'ai plein de petites actions caractérisées par des vecteurs contraintes, et je vais sommer toutes ces actions. Faire la somme de façon continue, c'est quoi? C'est intégrer cette grandeur sur toute la surface S. Donc finalement, le torseur contrainte, qui était les actions de E2 sur E1,
défini ici par sa résultante et son moment. C'est l'intégrale, alors double, mais n'ayez pas peur de cette notation, vous verrez que c'est pas très compliqué. Je fais l'intégrale double sur toute ma surface, du vecteur contrainte ici pour avoir la résultante, et puis pour le moment, eh bien, je fais l'intégrale double sur toute ma surface du produit vectoriel, GM vectoriel, le vecteur contrainte. Donc ce qui est bien, c'est que du coup maintenant on a une relation claire entre les contraintes locales, sigma, tau, et le torseur des efforts intérieurs. Cette relation par contre elle est un petit peu compliquée. Pourquoi? C'est une relation intégrale. A priori, je ne peux l'expliciter que si j'ai une hypothèse sur la façon dont se distribuent les contraintes sur la surface. Néanmoins, si je connais cette distribution, eh bien je vais pouvoir intégrer la relation précédente et relier les contraintes aux composantes du torseur des efforts intérieurs. Et éventuellement, potentiellement, deux caractéristiques de la section. Du coup, à partir de ça, comme je sais en plus que les efforts intérieurs, et on l'a vu sur le petit exemple, je peux les exprimer à partir des efforts extérieurs, eh bien je vais pouvoir, en déroulant ces petites choses-là, trouver les contraintes en fonction des efforts extérieurs. Et une fois que les contraintes sont connues, encore une fois, c'est elles qui vont être au cœur du dimensionnement. Comme je connais les contraintes à partir des efforts extérieurs, je vais pouvoir tenter de dimensionner mon système. Et ne l'oublions pas, c'est quand même le but de la résistance des matériaux. Alors, un petit exemple juste pour illustrer comment est-ce qu'on fait ces intégrales, et vous allez voir que dans de nombreux cas, c'est assez simple. Donc voilà, je prends une poutre avec une section rectangulaire, comme ça, et puis je suppose que je me donne, parce qu'on en a besoin, la distribution des contraintes. Donc je vais supposer que sur toute la surface ici, j'ai une contrainte normale qui est constante, donc sigma constante, indépendante de la position en YZ, et puis une contrainte tangentielle qui est nulle. Et bien maintenant, je vais essayer de calculer le torseur des efforts intérieurs à partir de cette distribution. Donc j'ai remis les formules, ici, et je dis, T de M et de N, c'est uniquement une contrainte sigma portée par le vecteur normal ici, qui est X, et puis bien sûr, de la même façon, je dois faire le produit vectoriel qui est là. Donc je dois calculer cette résultante-là, et ce moment-là, en intégrant ces deux quantités. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il y a un petit peu d'équation, mais là encore, il ne faut pas avoir peur. Cette intégrale double, c'est la résultante. Sigma est une grandeur qui ne dépend pas du point de la section. Donc, je peux sortir à la fois le scalaire, mais aussi le vecteur. Donc, je me retrouve à dire que finalement, cette relation-là, elle vaut sigma x fois l'intégrale double sur x de ds. Et bien sûr, quand je somme tous mes petits éléments de surface, je trouve la surface. Pour le moment, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas tellement, de la même façon, sigma x est constant, le produit vectoriel se comporte comme un produit, donc je peux sortir cette expression-là de l'intégrale. L'intégrale de GMDS, donc là il faut se rappeler ce que c'est que G. G c'est finalement le centre de ma section. Donc l'intégrale de GMDS, elle est forcément nulle. Donc finalement, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'avec cette distribution choisie telle que donc, la contrainte sigma est constante et que la contrainte tangentielle est nulle, je fais les calculs et je trouve que le moment G, parce que cette intégrale-là est nulle, et la résultante, elle vaut quoi? Elle vaut sigma multiplié par S, porté par l'axe Is. Donc du coup, mon tenseur de cohésion, qu'est-ce qu'il a comme composante? Un moment qui est nul, et uniquement quelque chose qui est un effort, sigma newton par mètre carré, section en mètre carré, donc ça c'est homogène à des newtons, un effort, qui est porté par l'axe X. On a affaire à une sollicitation de traction-compression, et ce sera justement ce qu'on va regarder dans le détail la prochaine fois. À bientôt.